Bonjour à tous et à tous et bienvenue à cette deuxième conférence du premier jour du parcours de la céramique. Elle portera sur les formes vivantes de la céramique contemporaine et vous est présentée par Judith Cernogora. Madame Cernogora est conservatrice du patrimoine, chargée des collections de céramique à partir de 1945 et contemporaine au Musée national de céramique de Sèvres. Elle a également réalisé ses études à l'école du Louvre, a été directrice du musée de Vernon de 2011 à 2016 et a participé en tant que commissaire à l'exposition Formes vivantes au musée de Sèvres au printemps dernier, et c'est de cette exposition dont elle va vous parler durant cette conférence. Merci beaucoup et merci aux organisateurs pour l'invitation à participer à ce cycle de conférences. Effectivement, le titre de ma communication fait référence à cette exposition. L'idée, c'était aussi d'en reparler et puis aussi peut-être d'aller au bout d'une frustration, puisque quand on organise une exposition, il faut faire aussi avec beaucoup de renoncements à des œuvres qu'on ne peut pas avoir. Donc l'idée, c'était de profiter aussi du cadre de cette exposition pour présenter justement des œuvres qui auraient pu tout à fait figurer au sein de l'exposition. Donc cette exposition, elle s'est tenue il y a quelques mois au musée de Sèvres, mais au préalable, elle avait été créée par nos collègues du musée national Adrien Dubouché de Limoges. Et l'idée à Sèvres, c'était justement de lui offrir une seconde vie, un second souffle, de la remanier légèrement, et notamment en l'enrichissant avec nos propres collections, les collections que nous avons dans les collections du musée de Sèvres. C'est une exposition qui s'intéressait à une thématique aussi très actuelle sur les liens entre la céramique et le monde du vivant. Le vivant étant pris dans une acception très large, c'est-à-dire vraiment l'ensemble de ce qui nous entoure et dont nous sommes aussi partie intégrante, c'est-à-dire évidemment les animaux, les végétaux et puis aussi nous les humains, et comment dès la période de la Renaissance, c'était le propos de l'exposition, de son point de départ, comment l'art de la céramique s'est attaché à traduire par le biais de la terre, du travail de la terre, cette transcription, comment réussir à transcrire cette idée du vivant. Donc là, je vais vraiment m'intéresser plus particulièrement à la période contemporaine, on va remonter aux années 90 à peu près, pour vous présenter un certain nombre de propositions d'artistes qui sont très nourries. Alors parfois ça va peut-être vous sembler de manière un peu éloignée et puis parfois de façon très littérale, très fidèle, très naturaliste, comment justement ils s'attachent à retranscrire cette idée du vivant dans leur travail. Ce sont des propositions extrêmement variées, extrêmement riches, qui montrent aussi tous les possibles qui sont offerts par le matériau céramique et qui justement se prêtent particulièrement à cette évocation du vivant. Donc pour démarrer, j'ai choisi cette œuvre de Jean-Luc Willemout, aussi un peu en guise de clin d'œil, parce que nous sommes face à l'empreinte de pied d'un éléphant, et que vous savez que les éléphants et la porcelaine ne font pas forcément bon ménage. C'est un projet qui avait été mené dans les années 90 par ce sculpteur, qui avait souhaité justement capturer l'empreinte d'un pied d'un éléphant du zoo de Vincennes dans de la porcelaine. C'était évidemment l'idée de marier ces contraires, ces opposés en apparence, cette lourdeur, cette masse de l'éléphant, de l'animal, face à la délicatesse de ce matériau porcelaine qui est travaillé à Sèvres. Et tout ce projet, en fait, a été une véritable épopée, puisque tout le matériel qui avait été apporté au zoo pour pouvoir saisir cette empreinte de pas de l'éléphant, tout ce processus a été compliqué par la mauvaise volonté de l'éléphant qui n'a tout simplement pas voulu avancer. Et donc, il a fallu trouver un peu des subterfuges pour qu'il accepte d'avancer et de vraiment mettre sa patte à l'endroit souhaité. Et donc, pour ça, Willemout a eu l'idée de récupérer de la terre à un endroit de son enclos, un endroit sur lequel l'éléphant avait uriné. Et donc, il a récupéré cette terre qu'il a ensuite éparpillée à la surface de l'endroit pensé pour récupérer cette empreinte. Sans doute reconnaissant et rassuré par sa propre odeur, il a enfin réussi à avancer, et donc le sculpteur, accompagné donc des mouleurs de la manufacture, ils ont pu enfin récupérer l'empreinte de ce pas. Donc ils en ont fait un moule à partir de là, et ce moule a ensuite pu recevoir donc cette pâte de porcelaine pour capturer donc cette empreinte de pas. Vous voyez que ça se présente vraiment comme une sorte d'ovale complètement abstrait. On a une sorte de réseau comme ça à la surface. C'est pourtant bien l'empreinte, donc on voit les dimensions très imposantes. On est sur une pièce qui fait un diamètre de 50 cm, donc on voit bien la taille impressionnante de cet animal.
mais qui est traduit cette fois-ci dans la porcelaine délicate de Sèvres. Et puis pour la petite histoire, cet éléphant donc qui s'appelait Siam, à sa mort a été naturalisé et fait partie de la grande galerie de l'évolution au Jardin des Plantes. Donc il existe quelque part en 2 endroits, la trace, son empreinte chez nous à Sèvres et puis son enveloppe corporelle au Jardin des Plantes. Pour continuer aussi sur cette évocation de cette tradition du moulage du vivant, je voudrais montrer une artiste, Christine Viennet, qui est d'origine suédoise et dont le travail s'inscrit vraiment dans la continuité et en citation du travail de Bernard Palissy, bien entendu. Elle s'est formée à Oslo, mais elle a vécu, enfin elle vit d'ailleurs toujours, et elle a travaillé en France où elle a découvert l'art de Bernard Palissy, a été très séduite par donc cet inventeur des rustiques figurines du roi, et notamment par ces grands plats ornés de figures moulées sur le vif d'après nature. On connaît donc cette pratique qui a été explicitée par Palissy notamment dans ses écrits et qui a beaucoup saisi aussi ses contemporains parce qu'il va avoir beaucoup de suiveurs. Et Christine Viennet va vraiment reprendre à son compte cette pratique en moulant également sur le vif, notamment aussi des espèces végétales, mais également en modelant les différentes figurines. Donc elle orne également des grands bassins de ce type de figures en reprenant vraiment ce langage propre à Palissy qui donc crée comme ça des sortes de microcosmes, de petits environnements à la surface d'un bassin. Donc ici vous avez des éléments qu'on ne voyait pas sur les plats de Palissy, hein, comme des courges, des libellules notamment, mais on retrouve vraiment ce travail sur les glaçures au plomb qui donne ce côté extrêmement brillant, presque humide à ces pièces, et puis aussi ce côté très mouvant, hein, notamment des espèces, vous avez des grenouilles, vous avez des lézards, qui donnent un côté très vivant, voire très grouillant à ces pièces, qui sont vraiment dans la lignée de ce qu'a produit Palissy et évidemment tous ses suiveurs et encore plus tard ces suiveurs du 19e siècle qui vont reprendre à leur compte vraiment cette pratique. Donc c'est qu'une artiste qui travaille toujours actuellement et dont le travail s'inspire beaucoup du monde animal et également pour ses productions actuelles des fonds marins. Alors, toujours pour rester aussi dans cette veine naturaliste, le travail de Hans Hedberg, qui a un côté aussi extrêmement séduisant, avec aussi ce jeu évidemment très illusionniste. Ici, vous avez une pomme. Alors, si vous regardez bien la hauteur de la pièce, on est quasiment à 1 mètre de hauteur. Donc, on est vraiment dans un travail illusionniste au niveau de l'émail, c'est-à-dire sur le rendu à la fois des teintes, des couleurs et puis des aspects de la peau du fruit, mais pas du tout dans l'échelle, qui là vraiment transpose un univers très fantastique, très fantasmagorique. On a l'impression d'être plongé là dans Alice au pays des merveilles. Cet artiste, donc Hans Hedberg, qui est peintre d'ailleurs de formation, s'est spécialisé dans ses représentations de fruits surdimensionnés. Un jour où il a découvert dans les années 70, alors qu'il travaillait dans le village de Biot, qui est un village aussi de tradition potière et où notamment le Fernand Léger s'était installé et initié à la céramique. Et il va découvrir un émail brillant, rouge, qui tout de suite le séduit et lui rappelle justement cet aspect de peau de fruits. Et donc, il va décliner ces types d'émaux sur des pièces, vous voyez, surdimensionnées. Donc là, vous avez des photos de l'artiste dans son jardin où il pose au milieu de ses œuvres. Donc, vous voyez ce côté aussi assez fascinant et humoristique, évidemment, de ces pièces d'une échelle surdimensionnée. Quand on s'approche, donc nous conservons la pomme au musée de Sèvres, quand on s'approche, c'est très fascinant de voir justement comment il a su avec précision rendre l'aspect justement fripé, abîmé, piqué, gâté du fruit, et cet intérêt pour la transcription très fidèle des matières, il se retrouve dans une toute autre série qu'il a déclinée autour des œufs. Donc des œufs d'autruche, des œufs de caille, où il s'est également attaché à retranscrire ces aspects tachetés des coquilles, mais encore une fois dans des pièces complètement surdimensionnées. Alors dans un tout autre genre et géographiquement très éloigné, puisque nous partons au Japon avec ce céramiste Yoshiro Kimura, mais dont le travail sur les émaux et notamment sur ses recherches autour des bleus, des déclinaisons de ces teintes de bleu, cherche vraiment à retranscrire aussi
une atmosphère et notamment des lieux géographiques, le bassin méditerranéen, qui sont un lieu qu'il a beaucoup visité et qu'il a complètement séduit. Et il a été notamment très frappé par les teintes azur, à la fois du ciel et puis de la mer. Et donc, il décline un ensemble de coupes, de vases. Donc, ce sont toujours des objets au départ fonctionnels, mais qui, de par leur taille très importante et puis leur ouverture aussi, leur délicatesse, tendent de plus en plus à s'apparenter à des vraies propositions sculpturales dans l'espace. Mais on retrouve à chaque fois sa signature, ce travail du bleu très singulier, qui est cet émail, donc qui va des teintes turquoises plutôt claires jusqu'à des bleus, là, comme vous avez au fond de la coupe, très denses, très intenses, et qui sont obtenus donc selon la manière de charger en cobalt en fait ces émaux. Donc on a vraiment ces déclinaisons de bleu, et qui situe également l'artiste dans cette grande tradition de travail du bleu, évidemment sur la porcelaine, pas seulement sur la porcelaine d'ailleurs, mais sur l'histoire de la céramique en général, puisqu'il cite volontiers dans ses influences les céramiques d'Iznik et puis également les poteries anciennes de l'Égypte antique. Donc cette attention, cet intérêt pour le bleu, évidemment, le rattache à cette très longue tradition des émaux. Alors ce type d'émail en japonais s'appelle ekiyu, qui permet donc ces variations aussi de teintes. Et alors quand on zoome un peu plus sur la pièce, là c'était pour vous montrer aussi les effets de matière qui sont obtenus par l'artiste, et notamment ces effets de petites vaguelettes. Donc là on a vraiment un travail justement de relief. Je ne sais pas si c'est très perceptible sur la photo, ces motifs d'ondes comme ça, qui est obtenu à l'aide d'un petit objet métallique qui permet justement à l'artiste de strier, enfin de créer comme ça ce motif assez régulier, qui du coup donne un effet très ondoyant, comme ça, très délicat et aussi très mouvant à la surface de sa pièce. Ça, c'est une technique qui s'appelle Renmon en japonais, et qui au départ est une technique que l'on retrouve beaucoup plus déclinée dans des pièces en grès. Donc là, c'est vraiment très nouveau et très propre à cet artiste, justement, de les décliner sur des pièces en porcelaine. Un très grand céramiste français, Jean Girel, évidemment, dont le travail sur les émaux est effectivement assez exceptionnel. On voit aussi dans son travail autour des émaux sa formation initiale de peintre, puisque cette attention non seulement aux couleurs, mais aussi aux effets de matière qui sont permis par les émaux est quand même très 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 important. C'est un des très grands émailleurs d'aujourd'hui, et qui a créé un certain nombre de séries dans lesquelles il s'attache à retranscrire vraiment le rendu des matières, des épidermes, des peaux d'animaux. Donc là, je vous ai fait une toute petite sélection dans sa très riche production, plutôt autour de reptiles. Donc là, vous avez un ensemble de pièces. Vous voyez que ce sont en général des pièces fonctionnelles, hein, des boîtes, des coupes, des vases, qui adoptent à chaque fois donc les effets d'épidermes, donc de grenouilles, de lézards, de serpents, de rainettes, de salamandres. Donc là, vous avez un petit aperçu. Et très souvent, ces objets, ils sont surmontés de petites figures modelées qui rappellent donc évidemment l'animal qui est symbolisé par les émaux. À côté de ces épidermes de reptiles, il a décliné toute une série autour des cuirs. Donc c'est toujours sous la forme de ces objets fonctionnels, mais qui sont cette fois-ci des évocations vraiment dermes, d'éléphants, de girafes, d'hippopotames. Donc comment, par le biais également du travail de la terre et des émaux, être capable de restituer ce côté un peu parfois lourd, massif, dur aussi de ces matières. Et une toute autre série encore à côté a décliné des rendus de coquillages. Comment aussi ces pièces pouvaient évoquer les nacres, les taches, les irrégularités également que l'on peut retrouver à la surface de coquillages. Je voudrais enfin vous montrer une série de vases paysages que nous avons acquis à Sèvres il y a quelques années, qui sont donc une déclinaison du thème des 4 saisons. Donc là, je vous les ai mis dans l'ordre, qui
montre vraiment évidemment sa formation de peintre, son grand amour également pour l'art du paysage chez les Flamands du XVIIe siècle, qu'il cite très souvent comme une source importante d'inspiration, et notamment pour cette recherche d'atmosphère des faits. On pourrait parler en quelque sorte d'émaux atmosphériques, d'émaux impressionnistes en quelque sorte, puisqu'il arrive à rendre palpable. On n'a vraiment pas la sensation d'être face à des peintures, mais d'être vraiment face à une évocation même, enfin d'être plongé littéralement dans des paysages brumeux, nuageux, avec ces sensations presque palpables physiques d'atmosphère. Je voulais juste vous lire une citation parce qu'à côté de son travail de céramiste, Jean Girel a une pratique également d'écrivain, à la fois très érudit puisqu'il a écrit des ouvrages vraiment sur une approche historique de la céramique, mais également des ouvrages qui sont également des pensées, des sensations extrêmement sensibles et poétiques de ce qu'est le métier de céramiste, de ce qu'il implique aussi de recherche, d'accidents, de surprises, de déceptions également. Et je trouve que c'est aussi une très belle langue, donc c'est pour ça que j'avais envie juste de vous en lire un passage. Il ne s'agissait pas de travailler le paysage en peintre, avec des pinceaux, comme ont pu le faire Chapelet dans ses Barbotines, ou les peintres de la manufacture, qui ont su copier à merveille des tableaux de maîtres, mais de chercher des couvertes aériennes pour le ciel, fondantes et diffusantes pour les lointains, terrestres et solides pour les premiers plans. Le travail de superposition se faisant entièrement à l'aveugle, et seul le défournement pouvant me dire si j'ai eu la bonne intuition, et si le feu et la matière ont bien fait leur travail. Nous allons passer à un artiste qui a vraiment compté pour l'histoire de la céramique contemporaine et puis pour les productions contemporaines de la manufacture de Sèvres, Johan Cretén, qui a été l'un des premiers artistes à venir en résidence au début des années 2000, qui a initié une longue résidence puisqu'il y est resté 3 ans et qui a été vraiment l'occasion de produire des pièces absolument incontournables dans la production d'aujourd'hui. Donc vous le voyez ici, il avait vécu et travaillé dans un des petits ateliers que nous avons à Sèvres, et puis évidemment en lien avec les artisans de la manufacture, il a travaillé à plusieurs de ces grandes pièces. Vous voyez ici plusieurs artisanes en train de travailler sur la grande vague pour Palissy. Pour ça aussi que j'ai choisi cette œuvre, toujours en lien en citation avec ce grand maître de la Renaissance qui décidément est un peu un point incontournable même pour les créateurs contemporains. Et donc la venue à Sèvres pour Cretén a été l'occasion de créer 3 vagues, un hommage à Palissy, une grande, une moyenne et une petite. Alors où peut-être la citation du travail de Palissy semble pas aisée au premier abord, c'est pas du tout le geste, la réplique des rustiques figulines qui a intéressé Cretén, c'est plutôt l'idée du mouvement et comment justement ce matériau terre qui est figé par l'action du feu, eh bien comment malgré tout il est capable de retranscrire plastiquement l'idée du mouvement, l'idée du souffle du vivant. Donc on est vraiment dans ces grandes masses, parce que là on est face à une pièce, vous voyez, qui fait 1m30, donc qui est très massif, très lourde, et qui en même temps a cette espèce de légèreté, comme un mouvement de vague, effectivement, peut-être quelque chose aussi de très viscéral, d'assez organique, ou qui peut évoquer aussi des tentacules, en tout cas quelque chose d'assez vivant, qui est encore enrichi par le travail des émaux, donc colorés, on est dans des teintes un peu rose-verte, et également très brillantes. Donc on retrouve aussi cette brillance chère à Palissy. Donc vous avez ici les trois vagues qui ont été produites à l'occasion de cette résidence. Et à l'occasion de cette résidence ont également été produits une œuvre phare, donc qu'il a déclinée en différents modèles, également en biscuit de porcelaine, donc qui est laissée intégralement blanche, qui est donc cette pièce intitulée Odore di Femmina, d'après le titre d'un passage de l'opéra Don Giovanni de Mozart, où Don Juan explique qu'il reconnaît la présence d'une femme en un lieu d'abord à son odeur. Donc on a évidemment cette connotation érotique sous-jacente qui est quand même très forte, cette analogie entre le corps des femmes, le parfum des fleurs, et puis en même temps on retrouve aussi ce canon très classique de la sculpture qui se présente, vous voyez, comme un buste de femme sans tête, sans membres, avec des formes, des lignes courbes très très sensuelles, et puis ce mouvement de déhanché, et la surface qui est intégralement recouverte de pétales de fleurs, pétales qui ont été obtenus à l'atelier de moulage-reparage de la manufacture de Sèvres, où donc
les mouleurs-repareurs ont travaillé donc à partir de cette pratique ancienne du pastillage qui avait été élaborée à Sèvres au XVIIIe siècle, donc qui consiste à partir d'une petite pastille, une petite bille de terre, et puis par l'action des doigts en la modelant à obtenir ces pétales. Donc les bus sont intégralement recouverts. Il y a quelques ouvertures, je ne sais pas si vous voyez, notamment au niveau du ventre, presque du nombril, il y a quelques ouvertures qui sont ménagées, qui donnent aussi un aspect un peu inquiétant. On a cet effet aussi qui peut évoquer des plantes marines, des pétales également en train de se faner. Donc on a aussi un peu ce double effet à la fois très séduisant, en même temps un peu repoussant, qui peut évoquer des pétales en train de se faner. Ces ouvertures également qui rappellent des cavités un peu mystérieuses. Donc il y a un peu toujours ces deux mouvements à la fois de grande séduction et peut-être un peu plus d'arrêt en tout cas. Et avec ce côté également qui séduisait beaucoup Johan Créten dans la matérialité même de l'objet, avec ce côté, le fait qu'on ait envie de toucher, qui est vraiment cette envie aussi de saisir de l'objet, et que là tous les contours des pétales sont laissés extrêmement tranchants. Donc c'est une œuvre qui aussi, même pour nous, à la manipulation, est toujours risquée et où à chaque fois on risque de se faire mal, vraiment littéralement, l'œuvre est littéralement tranchante. Je passe à une autre artiste, cette fois dans la région des Nordiques, puisque c'est aussi une terre de création contemporaine très active, très dynamique, et depuis plusieurs décennies, qui peut aussi tenir au fait que la céramique occupe une place très importante également dans le cursus de formation des écoles d'art, ce qui chez nous est venu beaucoup plus tardivement. Donc on a cette idée déjà que la céramique est un matériau à part entière, et puis il y a aussi très certainement la prégnance de cet environnement, de cette nature omniprésente qui évidemment nourrit l'inspiration des artistes. Donc je vous présente ici des œuvres de Bente Skjøtgaard, qui est une grande représentante de la céramique danoise, et dont l'univers, les formes s'inspirent énormément de formes du vivant, sans qu'elles soient forcément facilement non plus identifiables. Ça peut évoquer aussi bien des racines, des rhizomes, des sortes de concrétions rocheuses, des organismes marins. Donc on retrouve un peu cet ensemble d'influences dans son travail. C'est une pièce que nous avons ici qui est aussi très grande, très très imposante. Elle travaille également sur des formats beaucoup plus petits et des productions beaucoup plus récentes. Vous avez ici un titre un peu énigmatique, un Nemiopsis ledii, qui en fait fait référence à une espèce marine qui se rapproche des méduses, et l'influence dans son travail, notamment des planches de l'ouvrage d'Ernst Haeckel, Les formes artistiques de la nature, est très importante. C'est un ouvrage d'ailleurs qui est cité par de nombreux artistes également contemporains, qui continue donc d'être très actuel. Il est paru pour la première fois à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. On sait qu'Émile Gallet en a possédé un exemplaire, mais ces formes qui donnaient à voir tout simplement la beauté, l'accomplissement, les structures, on pourrait presque dire architecturales du vivant, que ce soit des espèces de coquillages, de fleurs, mais également d'espèces unicellulaires, donc invisibles à l'œil nu. Cette beauté, elle a évidemment sidéré les vivants, les contemporains d'Haeckel, mais elle continue toujours d'avoir cette influence notable chez les artistes contemporains. Ce qui est très caractéristique également chez Bente Skjøtgaard, c'est son travail très épais des émaux. Il y a quelque chose parfois presque assez gourmand. On a l'impression sur certaines pièces qu'on est face à des petits choux à la crème, des pâtisseries très gourmandes, très avec cet émail très laiteux, très épais. Alors une autre artiste qui a aussi ce travail de l'émail en épaisseur est une céramiste japonaise, Shoko Koike, dont le travail part de colombin, qu'elle va ensuite donc vraiment travailler pour obtenir ces effets de froissement, d'ondulation à la surface de ces pièces, qui se présentent souvent comme des espèces de grandes coupes et qui là encore s'apparentent vraiment à des sortes d'organismes marins. On a l'impression d'être face à des anémones de mer notamment, et cet effet travailler donc avec les mains en affinant donc le pourtour de sa pièce donne ce côté aussi
très mouvant, très dansant à ces pièces. Là, vous avez un détail plus particulier sur les émaux également qu'elle travaille. Donc, je vous disais, dans une grande épaisseur, encore une fois. C'est souvent des teintes assez douces, assez délicates, assez neutres également, mais travaillées avec beaucoup de matière. Une autre céramiste japonaise, Chieko Katsumata, qui, c'est assez curieux, a découvert en fait la céramique en venant en France et auprès d'une américaine, Fancy Frank, elle-même installée en France et qui d'ailleurs a travaillé à la manufacture de Sèvres et qui s'était fait une spécialité travail des émaux rouges sang de bœuf. Donc Katsumata va se familiariser avec ce travail de la céramique et des émaux et elle va tout d'abord s'intéresser vraiment à des formes plutôt végétales de fleurs et elle va décliner une forme qu'on retrouve beaucoup dans son travail qui est la forme du potiron. Donc elle va décliner mais légèrement déformée pour ouvrir un peu cette forme-là et décliner avec des émaux parfois assez vifs d'ailleurs et toujours cet aspect aussi très brillant, très satiné de la surface de ses œuvres, ce qui tranche beaucoup avec l'œuvre que je vous présente. Trachyphilia, qui est une œuvre en grès chamoté. Alors Trachyphilia, c'est en fait une sorte de corail. Et donc là, il y a effectivement ce travail assez naturaliste parce qu'il y a une sorte de trouble aussi dans la perception où on a l'impression que ce grès chamoté se rapproche effectivement du squelette, de la structure du corail, avec également une référence, alors peut-être involontaire de la part de l'artiste, mais au fait que le corail est un spécimen qui, dans l'histoire naturelle, a très longtemps vogué comme ça. On n'a pas très bien su le classer. Il a été considéré comme étant un végétal, un minéral, puis un animal. Donc il y a eu vraiment toute une période où on considérait que le corail était effectivement un élément minéral, ce qu'on retrouve là transcrit dans l'œuvre de Katsumata. Un autre travail contemporain que vous avez peut-être déjà vu parce qu'elle a été beaucoup présentée ces derniers mois et dernières années dans de nombreuses expositions temporaires, c'est le travail de Claire Lindner, qui travaille beaucoup à partir de cette même forme de boudin, donc qui est aussi une des formes basiques du travail de la céramique, et puis qu'elle assemble en autant de spécimens qui pourraient justement s'apparenter à des espèces végétales ou bien à des sortes d'animaux. Donc on pourrait y voir des racines, mais également peut-être des tentacules. En tout cas, ce qui est aussi assez étonnant dans son travail, c'est sa manière de traiter les émaux. Alors c'est pas forcément très lisible sur les images, mais on a un travail de surface extrêmement poudreux qui donne tout à fait envie de toucher les œuvres d'ailleurs. Et puis on a ce travail aussi de gradation au niveau des couleurs, des teintes. Donc comme si on avait justement une sorte de spécimen en mouvement, en pleine genèse, en croissance, avec comme des effets de montée en température aussi par certains moments. Donc ces enchevêtrements, ces assemblages de formes, on les retrouve. Ce qui est assez étonnant, que ça confère un côté très mouvant, presque mou à ces pièces. On a l'impression qu'on a qu'on pourrait avoir cet effet cet effet mou, ce qui est pas du tout le cas. Les pièces évidemment sont cuites. On a des pièces en grès et qui sont également très trompeuses au niveau du toucher, puisque je vous disais, on a cet aspect qui a l'air très poudreux, très velouté, alors que sont vraiment des pièces rugueuses qui accrochent, qui attachent. On a plutôt un effet de surface qui rappelle la pierre ponce par exemple. Et puis vous avez un type de proposition assez différent, très récent, un ensemble de pièces qu'elle a développé lors d'une résidence à Valoris et où elle s'est vraiment inspirée évidemment de ce haut lieu de la faïence. Et elle est partie, vous voyez qu'elle a abandonné ces formes là de boudin pour un motif de fleurs qui en fait provient d'un moule en forme de feuille qu'elle a trouvé, donc qui est sans doute un moule ancien qui était destiné à produire peut-être des contenants à Valoris, et que donc elle a produit en plusieurs nombres pour créer cette fois-ci ces assemblages comme autant de buissons qu'elle a qualifié de buissons ardents, puisque là aussi le travail sur les couleurs, sur les émaux donne vraiment cet effet de rougeoiement très intense à la base de l'objet. Donc on a vraiment l'impression qu'on a alors ça semble aussi assez curieux, mais ces espèces végétales, ces sortes de petits buissons, d'où émanerait une sorte de chaleur.
Et puis elle a produit une œuvre très exceptionnelle aussi par ses dimensions, puisque là on est face à un mur de plus de 2 mètres de long, qui se présente comme ça de loin aussi par ce dégradé de teinte, comme une sorte de grande cape de plume. Elle peut rappeler cet effet-là. Et quand on s'approche, on retrouve ce côté très organique, ces boudins qui, dans la partie basse, deviennent comme des sortes de pieds de cochon. Donc on a un côté presque obscène aussi de ces éléments traités dans un rose, tout d'un coup aussi très brillant, et qui se rapproche effectivement d'éléments organiques animaux. Je vous présente le travail d'un artiste finlandais d'origine, Kim Simonson. Pareil, on a vu beaucoup d'œuvres de lui récemment. C'est un travail aussi assez stupéfiant dans le travail des matières. Alors peut-être que vous connaissez déjà ce type de pièces. Donc son travail de surface, évidemment, cherche à rappeler la mousse des forêts. Pour obtenir ce résultat-là, l'artiste recouvre ses pièces de fibres de nylon, ce qui donne cet aspect justement complètement mousseux. Et puis il travaille à partir de couleurs vertes très vives, presque fluorescentes, qui à la fois rappellent évidemment ces teintes de mousse qu'on peut trouver dans les sous-bois, et en même temps on sent le côté extrêmement artificiel aussi de cette peinture verte. L'univers de Simonson, il est très nourri par l'univers de l'enfance. C'est quelqu'un qui puise aussi beaucoup son inspiration dans le monde du manga, et il s'attache principalement à représenter des enfants, parfois avec des attributs assez étonnants, des coiffes d'indiens, qui tiennent des objets assez divers, et qui parfois peuvent être surdimensionnés. Vous avez ici une pièce installée vraiment en environnement naturel, donc évidemment en clin d'œil à cette matière, donc qui rappelle la mousse, et l'ensemble de ces pièces appartiennent à une série que l'artiste a appelée Moss People, donc les gens de la mousse, et qu'il a décliné donc dans des tailles qui reprennent vraiment l'échelle d'un enfant, et puis qu'il a décliné de manière extrêmement spectaculaire, notamment l'an dernier lors de la manifestation Lille 3000, où une dizaine de ces sculptures avaient été installées dans la rue, dans l'espace public, au niveau de la gare de Lille. Donc vous avez ici l'artiste dans son atelier avec une de ces sculptures gigantesques, pour vous donner un peu l'échelle des œuvres qui ont été réalisées. C'est un univers qui est assez inquiétant, bien qu'il s'intéresse beaucoup au domaine de l'enfance. On peut ressentir un certain malaise également. Il y a quelque chose de profondément mystérieux et inquiétant dans ce monde de l'enfance. Un autre univers aussi qui est aussi extrêmement fort, avec un travail encore une fois sur les émaux extrêmement poussé, qui est le travail de Caroline Smith, qui récemment a eu une exposition au Musée de la Chasse et de la Nature de Paris. C'est une artiste qui est d'origine néerlandaise, et c'est une des grandes représentantes de l'art céramique, du travail des émaux et de la représentation également animalière, dont elle s'est fait une spécialité, mais pas uniquement. Elle s'est beaucoup intéressée aussi à des figures de saints, ou à des représentations de Pietà, et également à des évocations de scènes mythologiques dans des, je pense notamment à des grands plats dans lesquels reposent des têtes de méduses, mais c'est toujours des pièces extrêmement saisissantes aussi. Elle a un univers aussi assez rock'n'roll, on peut retrouver aussi beaucoup des têtes de mort, la mention de tatouages, donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son travail. Vous avez ici une pièce qui est rentrée dans les collections du Victoria and Albert Museum de Londres, son rat, qui est aussi assez effrayant déjà de par sa longueur. Je sais pas si vous avez vu, il mesure 60 cm de long, donc c'est quand même une pièce assez impressionnante. Et le travail du pelage de l'animal, qui est traité de façon extrêmement minutieuse, comme ça, comme des longs filaments, mais qui du coup donne un aspect presque décorché à ce rat. On a vraiment l'impression là qu'on a un rat dont la peau a été arrachée, et c'est effectivement assez effrayant. L'aspect également très sanguignolant, très marqué de ces émaux rouges se retrouve beaucoup également dans son travail.
Alors à côté de ça, là c'est une pièce qui était présentée justement au musée de la chasse et de la nature. Donc elle a décliné, je vous dis, un bestiaire très important, des hiboux, des vautours, beaucoup de chiens, notamment des bulldogs, des chauves-souris, des souris, des singes. Alors toujours avec ce double mouvement où on peut se retrouver aussi dans un registre extrêmement décoratif, presque du bibelot, avec ce travail extrêmement minutieux au niveau des surfaces, du rendu, des pelages, des plumages des animaux, et puis ce côté toujours un peu presque impressionnant, voire cauchemardesque de l'indication de certains détails. Ce que l'on retrouve aussi dans beaucoup de ces pièces, c'est le fait que les animaux reposent sur ces petits promontoires qui très souvent sont recouverts également de petits rochers, de coquillages, également d'éléments végétaux qui bien entendu évoquent aussi encore une fois ce travail de Palissy, cet aspect très très rocailleux, très très maniériste de l'art de la Renaissance. On revient à Vallauris avec le travail de Marc Alberghina qui s'est installé pour y travailler, qui a également un travail très saisissant, notamment au niveau des formes, au niveau également assez provocateur de son travail, et il a décliné ce motif de langue dans toute une série d'œuvres. Donc ici je vous présente ces langues de chien qui sont des œuvres de très très grand format, qui ont effectivement aussi ce côté assez saisissant, voire repoussoir, puisque ce sont des œuvres qui sortent littéralement du mur. Elles sont fixées au mur, donc comme des sortes de trophées de chasse. Donc on a d'un coup ces organes tranchés, et avec le travail aussi très important des émaux, qui à la fois sont une sorte de regard un peu ironique sur ces émaux un peu kitsch, largement déclinés dans la production commerciale qu'on a pu trouver à Vallauris, et qui en même temps il retravaille de façon assez provocante, avec beaucoup de matière et un aspect très crémeux, très dégoulinant aussi. Vous voyez que là, on a vraiment aussi les papilles de la langue de chien qui sont très précisément rendues, et puis ce côté dégoulinant qui rappelle à la fois la salive et puis une goutte de sang. Donc là, vous avez l'ensemble des trois, avec évidemment ce côté aussi irrévérencieux de langue tirée, bien entendu, et puis de ce côté aussi tabou d'un organe qui est plutôt en général, qui est rarement à l'air libre. Ces trois œuvres qui ont été acquises récemment par le musée Adrien Dubouché de Limoges et qui avaient été présentées donc au sein de l'exposition Formes vivantes, où elles ont fait beaucoup réagir. Le travail de d'Anne Wenzel, qui est une céramiste allemande, qui a une formation aussi classique en histoire de l'art et qui vraiment inscrit son travail dans cette tradition de l'histoire de l'art, et qui en même temps y apporte un regard à la fois critique et puis très contemporain. Elle s'intéresse justement au travail de la céramique, en ce que le travail de ce matériau, longtemps considéré comme un matériau pauvre ou réservé à l'artisanat, comment lui donner justement une certaine grandeur. Et toujours dans cet ordre d'idées, elle s'intéresse beaucoup à la déclinaison des genres considérés comme mineurs en histoire de l'art, que sont notamment l'art de la nature morte, et notamment du bouquet de fleurs, et la représentation du portrait. Pratiques qui d'ailleurs ont souvent été considérées comme étant des pratiques plus féminines. Donc évidemment, il y a aussi tout cet aspect-là qu'on retrouve dans son travail. Elle a créé un ensemble de très gros bouquets de fleurs, donc avec aussi cette idée de trophée, cette idée très décorative, d'éléments très décoratifs. Ce sont des pièces de très grande taille, mais où vous voyez que les fleurs là sont vraiment en train de faner, en train de dépérir. Et puis ces teintes rouges apportent aussi cet aspect très inquiétant. Ce sont à la fois les teintes des fleurs, mais c'est comme si les fleurs étaient elles-mêmes en train de saigner, comme si on avait des coulures, des éclaboussures, des blessures vraiment à la surface de ces œuvres. Donc on a là quelque chose aussi d'assez violent dans sa représentation, qui est aussi sans doute une façon de créer des memento mori contemporains, pour rappeler aussi la finitude de toute vie, de toute existence vivante, mais d'une manière assez saisissante.
Une autre de ses œuvres également très très impressionnante est cette nature morte. Vous voyez le sous-titre d'après Rubens. Donc on est vraiment là aussi dans cette déclinaison en céramique en 3 dimensions et de façon aussi assez presque morbide de cette thématique justement de la dépouille de ce qui est presque en train de pourrir, et évidemment la citation du bœuf écorché. Elle s'inscrit donc dans cette lignée de grandes représentations de bœufs écorchés qu'on retrouve en histoire de l'art, et elle en propose quelque chose encore une fois de très saisissant et avec une atmosphère extrêmement mortifère. On passe dans un univers beaucoup plus coloré, avec les œuvres de Kaori Kurihara, qui est une céramiste japonaise qui travaille elle aussi à partir de colombin. Donc elle monte vraiment ses pièces en colombin, et puis ensuite elle va revenir sur la surface de ces pièces et pour, à l'aide donc de cette technique du pastillage, apporter les différents éléments en relief que vous voyez. C'est un univers qui est très coloré, qui représente principalement des fruits, beaucoup de fruits asiatiques notamment, et certaines espèces complètement imaginaires, ce qui donne aussi un côté très jardin d'Éden, fantastique, fantasmé, hein, comme si on avait aussi une déclinaison de fruits, de légumes imaginaires, mais qui en même temps s'inscrivent dans cette représentation notamment d'œuvres qui avaient été créées en cire ou en papier mâché, avec une vraie vocation de connaissances scientifiques sur un certain nombre d'espèces et notamment exotiques. Donc on trouve ça dans ce travail, qui est un travail qui s'inscrit dans un temps long, puisque les étapes de séchage notamment sont extrêmement longues chez cet artiste, prennent plusieurs mois. Donc elle est toujours en train de travailler à plusieurs pièces, quasiment une dizaine de pièces en même temps, puisque chaque pièce lui demande plusieurs mois, également plusieurs cuissons, et certaines pièces sont même rehaussées de quelques traits d'or à certains endroits. Laurie Karp est une céramiste d'origine américaine qui s'est aussi beaucoup intéressée aux sciences naturelles, à la biologie. Et ça se retrouve aussi beaucoup dans son travail, qui s'attache encore une fois de façon assez naturaliste à retranscrire des effets de matière, des peaux, des surfaces d'animaux. Et c'est quelqu'un aussi qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'intérieur et de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est aussi invisible à l'œil nu, ce qui est donné à voir et ce qui n'est pas immédiatement perceptible. Donc vous avez ici cette queue de poisson qui a l'air découpée comme ouverte, un peu comme sur une table de dissection. Et puis la question également de la transformation, de l'hybride, c'est quelque chose également qu'on retrouve dans son travail, et notamment avec cette œuvre ici qu'elle a d'ailleurs intitulée Devenir corail. On voit cette figure humaine qui semble en pleine transformation ici, qui semble être complètement gagnée par ces branches de coraux qui vont un peu à peu complètement la recouvrir, l'ensevelir. Cette idée de métamorphose, d'hybride, de chimère, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de propositions contemporaines. Vous avez ici un travail également très singulier de Wayne Fisher, qui travaille justement ces questions d'œuvres également en mouvement. Il travaille à partir de plaques de porcelaine qu'il double, ce qui lui permet d'obtenir ces formes mouvantes, très organiques, hein, puisqu'on a l'impression d'être face à des musculatures, des tendons, enfin en tout cas quelque chose d'assez corporel. La surface, les émaux sont posés à l'aide d'aérographes, et puis après cuisson, l'émail est sablé pour obtenir cet aspect justement extrêmement velouté. Ces œuvres qui sont douces à toucher, et qui créent encore une fois, alors parfois un certain malaise, puisqu'on a ces sortes d'ouvertures, d'orifices qui sont ménagés et qui sont permis justement par ce travail de double paroi de la porcelaine. Toujours dans ce registre très corporel, très organique, le travail de Farida Le Suavé évoque aussi cet aspect de chair, alors à la fois dans un mouvement
de sensualité, c'est-à-dire qu'on a vraiment ces carnations très douces, très délicates, qui cherchent vraiment à se rapprocher de carnations humaines. Cet aspect, encore une fois, très velouté, très délicat de la surface des œuvres. Et puis ce contraste avec ces formes qui évoquent plutôt des chairs affaissées, des moignons, donc qui peuvent provoquer aussi un certain saisissement. Hein. L'artiste retravaille vraiment cette idée aussi de l'affaissement, de l'écroulement de la matière dans ses pièces, que par contraste elle installe, vous voyez, sur des éléments des coussins assez décoratifs, assez délicats, qui donc créent aussi visuellement un contraste assez fort de matière, et qui en même temps donne un côté presque intime à ces pièces qui sont plutôt là vraiment des grands formats. Et à côté de ce travail de céramiste, Farida Le Soleil a également une grande pratique de dessinatrice. Toujours dans cette évocation de la chair, de la peau, un travail qui a été fait récemment à la manufacture, il y a une dizaine d'années, à la manufacture de Sèvres par Andrea Branzi, un des grands designers italiens, qui a produit ce surtout, Louis XXI, porcelaine humaine. Donc l'intitulé même de l'œuvre montre bien ce souhait de rechercher, par le biais d'une porcelaine teintée dans la masse, comment rendre justement ce velouté, cette délicatesse de la carnation. Donc vous voyez, ce sont des éléments, c'est un surtout, hein, donc c'est un objet fonctionnel. Donc là, vous avez des bougeoirs et puis un ensemble de coupes de corolles, mais qui rendent vraiment cette teinte très délicatement rosée de la chair. Toujours dans ce registre autour du corps, parce que le corps, évidemment, est un motif inépuisable pour les artistes, qui ont évidemment à portée de main leur propre corps, et puis qui vraiment s'inscrivent aussi dans cette pratique du moulage sur le vif. Beaucoup d'artistes ont été très marqués, très influencés par le bolsin créé pour la laiterie de Rambouillet de Marie-Antoinette. Alors l'objet en lui-même est absolument fascinant, aussi pour cette carnation très, très délicate, aussi peut-être par ce côté érotique de cet objet, et puis évidemment par tout le fantasme qui l'accompagne, puisqu'on a longtemps dit qu'il avait été moulé sur le sein même de Marie-Antoinette, ce qui relève de la légende, mais ce qui continue en fait de susciter le fantasme autour de l'objet. Et donc vous avez autour de lui une déclinaison par une artiste contemporaine qui s'est beaucoup plus intéressée à l'idée d'un bol sain, qu'elle décline en symbole, et elle s'est beaucoup plus intéressée à l'aspect nourricier, maternel de ce sein, et non pas à sa dimension érotique. Le travail de Carole Chebron est également un travail qui interroge, questionne beaucoup le rapport au corps, avec une série qui s'intitule Les Soucis, et dans laquelle elle montre donc un ensemble de demi-jambes qui sont vraiment tronquées en dessous du genou, et qui semblent comme entravées, c'est-à-dire qu'on a ce geste d'un pied l'un au-dessus de l'autre qui présente vraiment qui évoque tout de suite un sentiment de malaise, de gêne, de pudeur, et qui est un mouvement qu'on n'est pas spécialement habitué à voir en sculpture, puisqu'on est très familier d'hommes qui marchent, en tout cas de cette position, cette avancée, cette dynamique. Et là, c'est tout d'un coup comme si on avait cet empêchement, cette entrave à ce mouvement, au fait d'aller vers l'autre. L'intitulé même de l'œuvre montre bien justement à quel point là le travail de la porcelaine donne à voir un état de l'âme, un sentiment de gêne, de pudeur, quelque chose d'assez tourné vers soi et non pas uniquement vers les autres. Un travail très important qui a été fait dans les années 90 à la manufacture de Sèvres, cette collaboration avec Pascal Convert, qui là aussi a fait un travail complètement autobiographique à partir de son propre corps, avec un ensemble de sculptures qui ont donc été moulées sur son corps. Donc vous avez en haut à gauche une grande urne dans laquelle s'inscrit en fait le crâne et la tête, le visage de l'artiste, et puis également son genou, sa jambe et ses avant-bras qui ont été traités comme des vases, mais voyez avec cette partie supérieure de la main qui a été retirée. Le travail de Pascal Convert, il est à la fois complètement autobiographique et en même temps c'est un vrai jeu sur l'illusion, puisqu'il s'inscrit encore une fois dans ce travail très long du moulage sur nature, et en même temps l'illusion a consisté pour lui à s'intéresser au phénomène de retrait d'une œuvre, puisque vous savez qu'une œuvre
une première fois en séchant et puis ensuite en cuisant, va perdre légèrement en taille, c'est-à-dire que cela correspond à l'évaporation de l'eau qui est contenue dans la terre. On estime à Sèvres que les pièces réduisent en moyenne de 16% en termes de taille. Donc pour anticiper en fait ce mouvement de retrait, Pascal Convert a fait augmenter de 16% les œuvres moulées sur son corps, en prévision donc de ce retrait et pour que les pièces finales soient vraiment à l'échelle de son propre corps. Donc on est à la fois vraiment dans l'inscription d'une démarche totalement naturaliste et en même temps d'une sorte de tricherie totale, d'illusion totale sur le plan technique. Vous avez ici un travail qui s'apparente beaucoup à un travail de performance, un travail de danse qui a été mené par Valérie Delarue dans un des espaces du moulin de la manufacture de Sèvres, où l'artiste entièrement nue est venue recouvrir les murs de ce petit espace, cette petite cellule, elle les a recouverts de terre, et puis elle est venue comme ça frapper son corps à la surface pour que la terre garde l'inscription, garde la mémoire de sa danse, qui s'apparente d'ailleurs vraiment à une transe. Et donc, vous avez au milieu ce qu'il reste de cette performance, qui est une pièce qui est dans la collection de l'artiste, qui a été cuite donc après la performance, et qui garde donc l'empreinte. On peut trouver en s'approchant des traces de ses doigts, de ses coudes, ses genoux, ses pieds. Donc c'est comme si tout d'un coup la terre avait gardé la mémoire de cette performance. Il y a une vidéo, il y a une captation, donc on a la gestuelle si vous voulez, mais c'est vraiment cette terre qui a gardé la matérialité propre à cette danse, à cette transe. Toujours dans l'idée d'inscription du corps de l'artiste dans la matière, le travail de Giuseppe Pennone à la manufacture de Sèvres, qui est aussi une des collaborations importantes de ces dernières années. Vous le voyez ici, en train de saisir la terre à pleine main et donc de laisser l'empreinte de son poing à la surface de la terre. Ce qui a donné lieu à une déclinaison de plusieurs œuvres intitulées Avvolgere la terra con la terra, envelopper la terre avec la terre, qui présente donc sur une base en biscuit de porcelaine, l'empreinte en grès de son poing. C'est un geste que l'on retrouve beaucoup dans son travail, et le fait d'inscrire son propre corps, que ce soit la pupille de ses yeux, ses empreintes digitales ou l'empreinte de son poing, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup et qui permet aussi à l'artiste de se rattacher à un des gestes premiers de l'humanité, ce geste justement de se saisir, de modeler la terre, qui est commun d'ailleurs à toutes les cultures. Et puis pour finir, je voudrais vous montrer le travail d'un jeune céramiste, Samuel Yal, qui a présenté une sorte d'installation, on pourrait qualifier ça d'installation, dans le cadre d'une exposition au Musée de l'Homme, lors de l'exposition qui s'appelait « Aux frontières de l'humain ». C'est un artiste qui est parti de moulage, encore une fois, de son corps, qu'il a décliné, découpé en une très grande quantité de petits carrés, donc chaque carré recevant l'empreinte d'une partie de son corps, qu'il a assemblé les uns aux autres par des petits fils. Et l'installation du Musée de l'Homme donc reconstituait en quelque sorte la totalité de son corps, mais d'une manière extrêmement éclatée, ce qui permettait d'apparenter chaque élément, chaque partie de son corps à une sorte de pixel, donc avec l'idée aussi d'inscrire à la fois une technique très ancienne et de rappeler ce rapport fondamental au moulage et à ce rapport au corps, et en même temps dans une production très contemporaine qui peut aussi rappeler et peut-être aussi alerter sur une sorte d'éclatement ou en tout cas sur des manipulations du vivant qui sont une des grandes préoccupations aussi, une des grandes attentions que l'on retrouve dans le travail de nombreux céramistes contemporains. Voilà, je vous remercie de votre attention.